L'expérience universelle d'oublier un nom juste après une présentation, et le silence paniqué qui révèle un conflit intérieur plus profond. Il y a une scène que presque tout le monde connaît. Vous serrez la main de quelqu'un, vous entendez son prénom, et 3 secondes plus tard, c'est le vide. Vous souriez poliment tout en sentant déjà monter un malaise discret. Vous venez de l'oublier. Pas dans 1 heure, pas demain. 3 secondes. Ce n'est pas un oubli progressif. C'est une éclipse immédiate. Et cela ne semble pas logique. Comment un cerveau capable de mémoriser des mots de passe, des visages d'enfance et des chansons des années 80 peut-il oublier un nom immédiatement après l'avoir entendu? La psychologie classique parle souvent de distraction, de manque d'attention ou de surcharge cognitive. Mais cette explication est trop superficielle. Elle rate quelque chose d'essentiel, la symbolique de l'oubli. Selon Carl Jung, tout ce qui est oublié n'est pas simplement perdu. Il est refusé, rejeté ou évité. Et dans ces 3 petites secondes de silence mental, quelque chose en vous a peut-être choisi de ne pas garder ce nom. Pourquoi? Parce qu'un nom, ce n'est pas juste une suite de lettres. C'est un appel au lien, à la reconnaissance, à l'ouverture à l'autre. Et parfois, ce lien est menaçant. Il réveille une tension intérieure que nous préférons fuir. La peur d'être vu de trop près, l'épuisement social derrière le masque du quotidien, l'angoisse d'entrer dans une relation que l'on ne peut ou ne veut pas approfondir. L'oubli devient alors un mécanisme de défense, silencieux, subtil, mais révélateur. Peut-être que cette personne a réveillé une projection, un écho de quelqu'un d'autre ou une émotion ancienne. Et votre inconscient, fidèle protecteur, a décidé « non, ce nom ne passera pas ». Ce n'est pas un bug du cerveau, c'est un message du psychisme. Et si vous commenciez à écouter ce message? Rupture avec la vision moderne de la mémoire et introduction de l'idée jungienne que l'oubli est une décision inconsciente. On nous a appris à considérer la mémoire comme une fonction mécanique. Plus vous répétez, plus vous retenez. Oublier un nom dans cette logique serait simplement un bug du système, une distraction, une fatigue, un manque d'attention. Mais cette vision réductionniste oublie l'essentiel. La mémoire est vivante. Elle sélectionne, elle filtre, elle protège. Carl Jung, loin de cette mécanique, nous invite à voir la mémoire comme un processus chargé de sens. Pour lui, l'oubli n'est pas toujours une erreur. C'est souvent un acte de l'inconscient, une forme d'intelligence souterraine qui choisit ce qui peut ou ne peut pas entrer dans le champ de la conscience. Quand vous oubliez un nom, ce n'est peut-être pas parce que votre cerveau a échoué. C'est peut-être parce que quelque chose en vous ne voulait pas s'en souvenir. Cela ne signifie pas forcément un rejet volontaire, loin de là, mais plutôt une réaction intérieure, automatique, déclenchée sans que vous en ayez conscience. Ce mécanisme est similaire à celui des rêves. Nous n'avons aucun contrôle direct, mais chaque image, chaque scène porte une signification symbolique. Il en va de même pour l'oubli. Pourquoi ce nom à ce moment-là? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette sensation étrange de flou, comme si l'information ne voulait pas rester accrochée? Peut-être que ce nom venait d'un visage qui évoquait une douleur ancienne. Peut-être que cette voix portait une énergie que votre psychisme percevait comme menaçante, instable ou simplement inutile. L'inconscient, dans sa sagesse instinctive, a choisi non. Et si au lieu de vous juger pour vos oublis, vous commenciez à les observer, comme on lirait les signes d'un langage ancien? Car derrière chaque oubli, il y a peut-être une vérité qui attend d'être entendue. Métaphore de l'inconscient comme océan et de la conscience comme île, expliquant pourquoi certains noms ne reçoivent jamais la permission de rester. Nous avons hérité d'une vision technologique de la mémoire, comme si notre esprit fonctionnait comme un ordinateur. Il suffirait d'enregistrer un nom pour qu'il soit stocké quelque part, disponible à volonté. Mais l'être humain n'est pas une machine. Il est fait de couches invisibles, de courants profonds, de tensions silencieuses. Pour Jung, la mémoire n'est pas un répertoire passif, c'est un gardien. Elle n'ouvre ses portes qu'à ce qui trouve un écho dans notre être. Imaginez un instant. Votre inconscient est un immense océan, mystérieux, mouvant, fait d'instincts, d'images archaïques, de souvenirs enfouis. À la surface, une petite île, votre conscience, elle est limitée. Elle ne peut tout voir, tout gérer, tout retenir. Alors,
un tri s'impose. Et ce tri est effectué par ce gardien invisible qu'est le psychisme profond. Quand vous entendez un nom, il doit d'abord traverser cet océan. Et s'il porte une charge affective symbolique ou simplement une fréquence qui dérange, il peut être rejeté avant même d'atteindre l'île. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de protection. Certains noms tombent dans l'oubli, non pas parce qu'ils sont trop banals, mais parce qu'ils activent quelque chose de trop intense, de trop proche ou de trop inutile pour votre équilibre intérieur. Ce mécanisme peut être inconfortable. Il nous donne l'impression d'être distrait, négligent, voire impoli. Mais en réalité, il reflète la sagesse défensive de notre inconscient. Et parfois, ces oublis répétés, ces noms qui glissent entre les doigts comme du sable, sont autant de signaux. Des rappels que notre monde intérieur n'est pas aligné avec les attentes de surface. Peut-être est-il temps d'écouter ces gardiens silencieux, de leur demander « Qu'essaies-tu de me dire en oubliant ce nom-là » Comment l'usage excessif du masque social consomme l'énergie psychique et empêche l'écoute réelle de l'autre. Dans nos interactions quotidiennes, nous portons tous un masque, pas par hypocrisie mais par nécessité. Jung appelait ce masque la persona, la partie de nous que nous montrons au monde pour fonctionner socialement, professionnellement, affectivement. Mais ce masque a un prix, il demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. À force de jouer un rôle, d'adapter notre ton, notre posture, nos mots pour correspondre aux attentes du moment, une part essentielle de nous s'épuise. Et dans cet état d'usure psychique, la mémoire n'a plus les ressources pour s'ouvrir à l'autre. Ce n'est pas que vous n'écoutez pas le nom de l'autre, c'est que vous êtes déjà trop occupé à gérer l'image que vous projetez. Dans les premières secondes d'une rencontre, votre attention est souvent tournée vers vous-même. Est-ce que je suis à la hauteur? Ai-je l'air intéressant? Suis-je perçu comme compétent? Ce bruit intérieur empêche la réception véritable de l'autre. Il crée un écran, une distance. Et dans cette tension invisible, le prénom de l'autre n'a simplement nulle part où atterrir. Il rebondit sur une conscience trop préoccupée, trop contractée, trop fermée. La persona, quand elle prend toute la place, nous éloigne de notre présence authentique. Elle bloque la rencontre vraie. Et avec elle, les éléments subtils de l'échange, dont les noms, s'évaporent. Il faut comprendre, l'oubli n'est pas toujours un manque d'intérêt. Parfois, c'est un signe d'autodéfense psychique, un signal que notre être profond n'a plus l'espace de recevoir, qu'il est saturé par la performance, par le contrôle, par l'anxiété sociale. Et ce n'est qu'en relâchant la persona, en revenant à un état de présence calme et sincère, que la mémoire peut redevenir accueillante. Alors, la prochaine fois que vous oubliez un nom, posez-vous la question: est-ce que j'étais vraiment là ou est-ce que je jouais un rôle? Pourquoi les personnes intuitives et empathiques retiennent l'essence, l'énergie, la présence, mais pas le nom? Certaines personnes peuvent passer une heure entière avec quelqu'un, ressentir profondément sa vibration, capter sa douleur, ses non-dits, sa lumière. Et pourtant, à la fin de la conversation, incapable de se souvenir de son prénom. Non pas parce qu'elle ne s'y intéresse pas, mais parce qu'elles fonctionnent autrement. Là où beaucoup focalisent sur des données concrètes, noms, titres, rôles sociaux, les personnes intuitives et empathiques se branchent sur l'invisible. Elles se connectent à l'ambiance, aux signaux subtils, à l'émotion présente. Pour elles, ce qui compte n'est pas le nom que porte une personne, mais ce qu'elle émet, ce qu'elle révèle, parfois sans un mot. Elles se souviennent d'un regard fragile, d'un frisson dans la voix, d'un silence chargé de sens, mais pas nécessairement de Julien, Claire ou François. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une autre hiérarchie intérieure. Le nom en tant qu'étiquette sociale n'a pas de valeur symbolique suffisante pour s'ancrer. Il ne dit rien de l'essentiel, il ne touche pas l'âme. Et l'inconscient de ces personnes trie l'information en fonction de ce qui est émotionnellement signifiant. Le reste glisse, sans friction, sans trace. Jung aurait dit que ces êtres intuitifs vivent depuis un centre plus profond. Ils lisent entre les lignes. Ils perçoivent le champ autour de l'être. Et ce champ est plus vivant que le mot. Mais il y a un prix à cela. Car dans une société obsédée par les formes, par la performance et par le souvenir des détails, oublier un prénom est perçu comme une faute. Alors ces personnes se jugent, se croient distraites, maladroites, voire irrespectueuses. Pourtant, leur oubli est souvent la preuve qu'elles étaient pleinement présentes, mais ailleurs.
à un autre niveau de la rencontre. Et si c'était le nom qui était trop pauvre pour contenir ce qu'elles ont vraiment vu? Le rôle de la charge émotionnelle, de la menace perçue et de la pertinence future dans la fixation ou le rejet des noms. Chaque rencontre déclenche une évaluation intérieure immédiate, souvent inconsciente. En quelques secondes, votre psychisme scanne l'autre. Est-ce que cette personne est un danger? Est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose? Est-ce que je dois me souvenir d'elle? Et ce scan, ce tri invisible, influence profondément ce que vous allez retenir ou oublier. Contrairement à ce qu'on pense, le cerveau ne mémorise pas tout de manière égale. Il hiérarchise, il classe, il juge. Et dans ce jugement muet, le prénom de l'autre peut être classé comme non essentiel, éphémère, sans impact futur. Résultat, l'information ne s'ancre pas. Elle passe, mais ne reste pas. Le nom n'a pas été retenu, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que votre inconscient n'y a pas vu de valeur suffisante. Cela peut paraître froid, voire injuste, mais c'est un mécanisme de gestion d'énergie, une forme d'économie psychique. Dans certaines situations, le nom est bien retenu, presque automatiquement, car il porte une charge émotionnelle forte. Un nom qui résonne avec un souvenir, un prénom familier ou lié à une figure importante de votre passé, ou au contraire, un nom qui déclenche une alerte subtile, un malaise, une tension. Dans ces cas-là, le corps entier participe à la mémorisation. Il y a impact, il y a réaction. Mais quand le prénom n'éveille rien, ni curiosité, ni résonance, ni menace, il est souvent filtré. Non pas rejeté avec violence, mais ignoré avec douceur, comme un bateau qui n'a pas trouvé de port où accoster. Cela peut sembler dur, mais c'est la preuve que notre inconscient choisit ce qui mérite d'habiter notre mémoire. Et parfois, il a ses raisons de ne pas faire de place. Comment l'activation de l'ombre transforme l'oubli en acte inconscient d'éloignement et de protection. Il arrive que l'oubli d'un nom ne soit pas innocent, pas un simple glissement de l'attention, mais plutôt un refus silencieux, un rejet intérieur qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que la personne en face a activé quelque chose en vous. Une image refoulée, un écho de vous-même que vous ne voulez pas voir. C'est ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le négatif. C'est tout ce que nous avons mis de côté pour être acceptés. Nos colères, nos peurs, nos envies inavouées, nos blessures non digérées. Et parfois, en un regard, une voix, une posture, l'autre devient le miroir involontaire de cette ombre. Quelque chose en lui vous dérange, sans que vous sachiez dire quoi. Il est trop arrogant, trop effacé, trop sûr de lui, trop instable. En réalité, il réveille une partie de vous-même que vous avez appris à cacher. Et dans ce moment précis, votre inconscient réagit. Il érige une barrière. Le nom de cette personne, symbole de sa présence, ne sera pas admis. Pas par méchanceté, pas par mépris, mais par autoprotection. L'oubli devient alors un acte, un geste défensif aussi subtil qu'instinctif. Je n'ai pas envie de garder une trace de cette personne. Je ne veux pas l'intégrer dans mon monde intérieur. C'est un oubli chargé, plein de sens, plein d'émotions non reconnues. Et plus encore, cet oubli révèle un endroit en vous qui souffre, un fragment oublié projeté sur l'autre que vous évitez de rencontrer. Mais là réside aussi une clé, car chaque oubli de ce genre est une opportunité, une invitation à explorer. Qu'est-ce que je refuse de voir ici? Pourquoi cette personne m'irrite, m'indiffère ou me dérange au point que je ne garde même pas son nom? Lorsque vous commencez à suivre ce fil, vous ne découvrez pas l'autre, mais vous-même. Et parfois, la mémoire ne revient que lorsque l'on est prêt à rencontrer ce que l'autre a réveillé en nous. Quand un nom porte une mémoire émotionnelle ancienne et que l'inconscient le censure pour préserver l'équilibre psychique, il y a des oublis qui ne sont pas des oublis. Ils sont des refus inconscients, des censures douces, mises en place pour protéger une blessure ancienne. Certaines personnes portent un prénom qui ressemble à celui d'une autre, celle qui a marqué votre enfance, votre première humiliation, un amour perdu, une autorité injuste. Et sans même que vous en soyez conscient, votre système intérieur reconnaît cette résonance émotionnelle. Il fait le lien instantanément entre ce nom et une douleur non digérée. Dans la pensée jungienne, cela s'appelle un complexe, une charge émotionnelle autonome,
lié à une expérience passée, qui vit dans l'inconscient et peut se déclencher à tout moment. Le prénom d'un inconnu peut alors activer ce complexe, et aussitôt, une défense s'érige. Le nom s'efface. Il est perçu comme dangereux, pas rationnellement, pas consciemment. Mais intérieurement, l'oubli devient un mécanisme de survie psychique. Vous n'oubliez pas parce que vous êtes distrait. Vous oubliez parce que votre inconscient vous protège. Il évite que la mémoire ravive une ancienne blessure. Il vous empêche d'entrer en contact avec une émotion trop forte, trop ancienne, trop instable pour être accueillie maintenant. C'est ainsi que certains noms deviennent inaccessibles, non parce qu'ils n'ont pas été entendus, mais parce qu'ils ont été reconnus, puis immédiatement écartés. Et parfois, il suffit qu'un prénom évoque la sonorité, le visage, ou même l'attitude d'un souvenir douloureux pour que la coupure soit automatique. Ce phénomène est plus fréquent qu'on ne le croit. Et il nous rappelle que la mémoire n'est jamais neutre. Elle est chargée de liens invisibles, d'associations, de fils souterrains entre passé et présent. Alors, avant de vous juger pour ces oublis mystérieux, demandez-vous « Qu'est-ce que ce nom réveille sans que je m'en rende compte ?» Pourquoi nous oublions les noms de figures supérieures ou enviées comme micro-actes de défense contre le sentiment d'infériorité? Il y a ces situations curieuses où l'on rencontre une personne importante, un supérieur hiérarchique, une figure charismatique, un expert reconnu, et malgré l'impact de la rencontre, son nom ne s'ancre pas, ou bien il s'efface rapidement, comme si intérieurement quelque chose résistait. Ce phénomène n'est pas anodin. Dans la perspective jungienne, il révèle un conflit subtil entre le moi conscient et les tensions de l'ego. Lorsqu'on se sent en position d'infériorité, même légèrement, l'ego peut vivre la rencontre comme une menace narcissique. Je ne suis pas aussi compétent. Il est trop sûr de lui. Je ne serai jamais à son niveau. Et au lieu de se soumettre à ce déséquilibre, l'inconscient crée une petite rébellion. Comment? En refusant de donner une place symbolique au nom de l'autre, en l'oubliant. C'est une manière douce mais puissante de reprendre du pouvoir. Un micro-acte d'autoprotection contre le sentiment d'infériorité. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas conscient, mais c'est significatif. Oublier le nom de quelqu'un que l'on admire, envie ou craint peut être une manière de le ramener à une échelle plus supportable. C'est comme si le psychisme disait « Je reconnais son pouvoir, mais je ne veux pas m'y soumettre. Je vais l'oublier pour ne pas me sentir diminué face à lui. » Ce processus peut aussi se produire dans des contextes de compétition, de comparaison silencieuse ou de confrontation avec nos propres manques. L'oubli devient alors une défense contre la blessure du moi. Et là encore, derrière un simple prénom oublié, se cache parfois un dialogue profond entre l'ego, l'image de soi, et la place qu'on s'accorde dans le monde. Sensation versus intuition, cerveau archaïque versus société bureaucratique, et pourquoi les noms n'ont pas de valeur symbolique pour la psyché. Dans la théorie des types psychologiques développée par Jung, il existe plusieurs manières de percevoir et d'interagir avec le monde. Certaines personnes sont ancrées dans la sensation, d'autres dans l'intuition. Certaines privilégient la pensée logique, d'autres le ressenti émotionnel. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de structure intérieure. Et cette structure influence profondément ce que nous retenons. Les personnes intuitives, par exemple, se relient à travers les symboles, les ambiances, les dynamiques invisibles. Ce qui compte pour elles n'est pas l'étiquette sociale, mais la signification profonde d'une présence. Dans une société bureaucratique où tout passe par le nom, le titre, la fonction, ce mode de perception est en décalage. Le cerveau archaïque, celui qui cherche la sécurité, l'intensité émotionnelle, le sens existentiel, ne s'intéresse pas au nom. Un nom, en soi, est vide. Il ne réveille aucune image, aucune émotion, aucune mémoire affective, à moins qu'il ne soit déjà chargé symboliquement. C'est pourquoi de nombreuses personnes profondément intuitives, sensibles, créatives, oublient les noms. Non pas parce qu'elles sont distraites, mais parce qu'elles ne fonctionnent pas sur ce plan. Elles captent la personne entière, son mouvement, son regard, sa voix. Mais l'étiquette, elle leur échappe. Et ce n'est pas un défaut, c'est une cohérence intérieure. Dans un monde calibré pour la performance, la précision, la mémoire des détails, ce fonctionnement peut créer un malaise, une sensation d'être inadapté, hors norme. Mais ce décalage
est révélateur d'un conflit plus profond, le choc entre l'âme et le système. Le système veut du contrôle, des noms, des listes, des cases. L'âme, elle, cherche le vivant, l'intuition, la vérité derrière les apparences. Dans cette tension, l'oubli des noms devient une résistance silencieuse, un refus de réduire l'autre à une étiquette. Et si ce que le monde considère comme une faille était en réalité une forme de fidélité à soi-même, l'oubli chronique comme signe de retrait énergétique, de protection émotionnelle et d'éloignement de l'intimité. Il existe un type d'oubli plus profond, plus constant, presque structurel. Ce n'est plus un nom par-ci, par-là, c'est un schéma, un effacement récurrent de tout ce qui devrait marquer, de tout ce qui crée un lien. Quand chaque nom se dissout, quand chaque nouvelle rencontre devient floue, quand la mémoire sociale semble débranchée, ce phénomène n'est pas un simple déficit d'attention. C'est souvent le signe d'un retrait intérieur, un mécanisme de dissociation douce. La conscience se coupe progressivement de ce qui pourrait créer du lien, de l'attachement, de l'intimité. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'ouverture a fait mal. Parce qu'un jour, faire confiance a coûté trop cher. Alors, sans même s'en rendre compte, l'âme a commencé à bâtir une armure. Et cette armure, faite de politesse, de distance, de contrôle, devient une stratégie de survie. On continue à parler, à sourire, à serrer des mains, mais on ne laisse plus rien entrer. Le nom de l'autre, ce premier pont, cette première empreinte est oublié, non pas par incapacité, mais par protection. Dans ce contexte, l'oubli devient un symptôme d'un isolement plus large, pas toujours visible, parfois parfaitement masqué, mais réel. Il signale que l'énergie vitale, celle qui permet la rencontre, la curiosité, la mémoire affective, s'est rétractée. Loin de l'effervescence du lien, l'être entre dans une forme de solitude intérieure. Et ce retrait, s'il dure, peut mener à un isolement profond, parfois non désiré, mais entretenu par la peur de souffrir à nouveau. Le prénom oublié devient alors le témoin silencieux d'un cœur qui ne veut plus s'ouvrir. Mais même là, il y a une espérance. Car reconnaître ce mécanisme, c'est déjà commencer à l'inverser. Et si chaque nom oublié était un appel, un signal discret que l'intimité vous manque, mais que vous avez besoin d'apprendre à la vivre autrement, avec plus de douceur, plus de sécurité intérieure. La solution profonde: abaisser l'ego, transformer les noms en symboles, intégrer l'ombre et restaurer la connexion à l'autre. L'oubli d'un nom peut sembler anodin, une maladresse, une fatigue, mais à la lumière de la psychologie jungienne, il devient un miroir, un reflet de nos tensions intérieures, de nos peurs, de nos conflits non résolus, mais aussi de notre capacité à évoluer, car chaque oubli est une opportunité, un appel à devenir plus conscient. La solution ne réside pas dans la mémorisation mécanique ni dans la culpabilité. Elle se trouve dans une démarche plus lente, plus humaine, plus profonde, l'intégration. Intégrer, c'est abaisser l'ego, cesser de jouer des rôles, laisser tomber la persona juste assez pour que le regard devienne réel, que l'attention soit authentique, que le lien soit vrai. Quand nous sommes présents, vraiment présents, nous n'avons plus besoin de nous souvenir. Nous témoignons. Nous ne fixons pas le nom comme une donnée froide, mais comme le symbole d'une rencontre, un pont, un instant où deux mondes se sont croisés. Jung nous invite à voir le nom non pas comme un élément à stocker, mais comme une empreinte symbolique. Et pour que cette empreinte s'ancre, il faut qu'elle touche quelque chose de vivant en nous. Cela suppose de ralentir, écouter, observer nos réactions intérieures, accueillir ce que l'autre réveille en nous. Admiration, peur, rejet, fascination. Cela demande aussi d'intégrer l'ombre, reconnaître que certaines personnes nous dérangent parce qu'elles reflètent des parts de nous que nous avons exclues, et que d'autres ne nous marquent pas parce que nous ne sommes pas encore prêts à les rencontrer vraiment. L'oubli cesse alors d'être une fatalité. Il devient un message qui dit « Reviens à toi, reviens à l'instant, ose voir, ose écouter ». Dans ce mouvement, la mémoire se réveille. Mais pas seulement la mémoire des noms, la mémoire du cœur, celle qui se souvient de l'essentiel, la présence, la rencontre, le visage humain derrière le mot. Et si vous commenciez à traiter chaque prénom comme un symbole sacré, non pas à retenir mais à honorer,